Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en direct de Lille pour une émission spéciale autour de Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand, vous êtes président du Conseil régional des Hauts-de-France. Bienvenue dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup. Évidemment, dans quelques minutes, nous irons du côté de l'Aude pour vous interroger sur ces intempéries meurtrières, des images terrible, mais nous sommes en direct de Lille, donc je l'ai dit, avec WEO, qui est la grande chaîne régionale TNT du groupe Rossel-Lavoie, avec La Voix du Nord, bien sûr, ce grand quotidien régional, le Courrier Picard, autre grand quotidien régional que vous connaissez bien, et nous sommes également en flux direct sur le site de lavoidunord.fr et en direct sur WEO, bien sûr, qui nous rediffuse à 9h15. Je parlais il y a un instant des intempéries meurtrières dans l'Aude, des images absolument terribles ce matin, une dizaine de morts, de nombreux blessés disparus. La pire crue depuis 1891, Xavier Bertrand, est-ce qu'en tant que président de région, on voit des images absolument terribles pendant que nous en parlons, est-ce qu'en tant que président de région, vous avez tout mis en place? Est-ce que vous avez des mesures appropriées en cas de drame de ce type dans cette région? On voit des images terribles. On voit tout d'abord qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est que même si vous vous préparez le mieux possible, il y a une nature qui fait sentir ses effets dévastateurs. Après, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, c'est vraiment pas le moment des polémiques et ce que j'ai entendu depuis quelques jours, surtout qu'en Elles ont déjà commencé, hein, tout de même. Oui, je sais, mais il y a déjà les familles des victimes qui, je pense, aimeraient bien aujourd'hui être dans le recueillement, comprendre après, savoir si tout a été fait, mais on n'est pas obligé de faire revenir la polémique tout de suite. Par contre, il y a plusieurs sujets. C'est l'alerte en elle-même, est-ce qu'elle est suffisamment de qualité pour qu'on puisse se préparer? Et après, il y a autre chose. Il y a la façon dont les pouvoirs publics se préparent. Et je pense qu'il faut qu'on ait en France une autre culture de la prévention. Pendant des années, j'étais à la tête d'un institut de la prévention. Vous savez qu'en France, il y a chaque année l'équivalent d'une ville importante qui disparaît par accident. 60 000 personnes meurent par accident, dans différents cas, que ce soit de la maladie, des accidents liés à la santé, des accidents liés à la route et des accidents liés à ces catastrophes naturelles. Il y a des pays où en termes de catastrophes naturelles, on sait exactement quoi faire. Moi-même, je recevrais une alerte orange ou une alerte rouge. Est-ce que je sais comment me comporter par rapport à l'eau qui est très compliquée? Et je pense que là, en la matière, il faut qu'on rentre dans cette culture de la prévention où là, par exemple, les régions, les collectivités locales, on peut davantage prendre notre place. Il y a bien sûr une responsabilité qui est celle de l'État d'organiser les choses, d'éviter qu'on ne construise n'importe où, n'importe comment. J'entendais ce matin également à la radio la question de comment dirais-je, l'imperméabilisation des sols qui fait que l'eau ruisselle et qu'elle emporte tout sur son chemin. Le feu est terrible, mais l'eau est terrible. La prévision des risques majeurs. Oui, mais la nature sera toujours imprévisible, elle sera toujours plus forte. Vous appelez la création d'une agence, par exemple, gouvernementale? Je ne sais pas si c'est une agence. C'est une culture de la prévention qui peut être faite par des ministères en lien avec les collectivités locales. J'avais organisé, quand j'étais maire à Saint-Quentin, un village complet de la prévention sur plus d'une semaine et de week-ends. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient parce qu'il y a un appétit. L'un, par exemple, l'un d'entre nous, là, tout de suite, ferait un malaise cardiaque. Est-ce qu'on sait? Est-ce que sur ce plateau, il y a quelqu'un qui sait? Des défibrillateurs. Oui, défibrillateurs, mais est-ce qu'on sait comment on agit? Est-ce qu'on sait comment on sauve cette vie? Et c'est toute cette culture-là qui n'est pas très présente en France. Vous avez vu justement la colère des habitants face au Premier ministre hier, qui a fait ce déplacement en urgence, se plaignant des failles de ce système d'alerte. Vous pourriez y travailler, vous, pour proposer, avec vos collègues, par exemple présidents de région, de nouvelles normes d'alerte, par exemple, puisque ce qui est en cause, c'est le système de Météo France, la fameuse vigilance orange, etc. Il fait quoi? Mais Météo France, nous, on n'a pas de levier, on n'a pas de pouvoir sur Météo France. Et c'est encore une fois la question... Vous le regrettez? Et là, je cherche alors querelle à personne, suffisamment l'occasion d'être râleur, de dire ce qui ne va pas, que sur des sujets comme ça, c'est plutôt de chercher les bonnes solutions. Il y a une responsabilité d'État, et nous, la question, c'est à côté,
en plus, pas à la place, comment on peut aussi être davantage efficace. Et là, je l'ai dit hier, comment aussi on peut les aider maintenant dans l'autre. Je sais qu'ils sont à la fois sur la douleur, sur la peine des familles, des victimes. De l'argent aussi. Est-ce que les régions peuvent être solidaires? Est-ce que vous pourriez donner de l'argent, vous? Bien souvent, nous, on l'a fait sur des opérations de solidarité. Là, en l'espèce, ce serait possible de donner de l'argent, mais pourquoi faire? C'est à eux de nous dire. Et en ce moment, ils ont d'autres choses à gérer. Ils ont d'autres choses à gérer pour savoir exactement. Je suis prêt, moi, à proposer jeudi, nous avons une session du Conseil régional, de leur apporter notre solidarité, même concrète. Mais bien souvent, c'est pas d'argent dont ils ont besoin. Donc jeudi, vous êtes prêt à apporter une solidarité? Mais j'ai besoin de savoir quoi, de quoi ils ont besoin. Parce qu'il y a à la fois cette émotion que j'ai exprimée dès hier au nom de la région, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment la façon dont on réagit. Et encore une fois, s'il y a une chose à faire, c'est la prévention, la prévention, la prévention. Et puis n'oublions pas aussi tous ces secours qui sont remarquables, les pompiers, les secouristes, et puis aussi ces anonymes, tout simplement, qui sauvent des gens aussi. Alors nous gardons, bien que nous soyons à Lille, chez vous, on dit par exemple, vous voyez, il y a beaucoup d'égoïsme dans notre pays. Quand il y a des drames comme ça, il y a beaucoup d'héroïsme et des gens qui ne passeront pas à la télévision, qui ne seront pas interviewés, mais qui font des choses bien autour d'eux. Xavier Bertrand, nous gardons un œil sur l'Aude où il y a eu ces intempéries meurtrières hier. Nous sommes en direct de Lille avec vous pour 1 heure. Nous sommes ici à l'occasion du World Forum, organisé pour réfléchir au développement économique de la planète, justement. Les enjeux de ces rencontres avec Pierre-Jérôme Montenet de WEO. A tout de suite avec Xavier Bertrand. Penser l'économie autrement, c'est possible. C'est la démonstration que veut faire le World Forum pour une économie responsable. Il se tient à Lille du 16 au 18 octobre. C'est depuis 12 ans l'affirmation que les entreprises peuvent aussi être vertueuses dans des domaines qui ne touchent pas au cœur de leur métier, la production de biens et de services. Produire en portant attention à l'humain et à son environnement n'est pas incompatible. Ce sont ces démonstrations et ces expériences que viennent partager à Lille pendant 3 jours des experts du monde entier. Ceux de l'entreprise, du monde universitaire ou encore du monde politique. Ils partagent ainsi des expériences et des pratiques reproductibles et vertueuses. Le Forum pour l'économie responsable est porté par le réseau Alliance. Il regroupe pour les Hauts-de-France près de 250 entreprises engagées dans une démarche sociale et environnementale. Cette année, on évoquera particulièrement l'engagement de la région des Hauts-de-France dans la 3e révolution industrielle. Un chantier immense et protéiforme d'au moins 1600 actions. Le focus sera donc celui des défis lancés au territoire. Voilà, nous sommes en direct de Lille pour le World Forum. Bonjour Philippe Vasseur. Bonjour. Vous initiez, vous dirigez ce World Forum. C'est une manifestation propre à cette région, d'abord, qui a été lancée il y a 12 ans. Parce qu'il y a, je vais dire, un ADN dans cette région où on se préoccupe d'essayer de développer ce que nous appelons une économie responsable. C'est-à-dire on pense qu'on peut faire du business et du profit, mais en respectant davantage la planète, et on en voit bien la nécessité, en respectant davantage les personnes. Voilà. Bon, et le but est de montrer que ça marche un peu partout dans le monde, qu'il y a des expériences qui se développent et qu'on pourrait les imiter. Alors Xavier Bertrand, c'est quoi? C'est des territoires qui sont dans le Nouveau Monde, ça? Oui, c'est l'économie de l'avenir. Parce que ici, on a souffert. Quand je dis plus qu'ailleurs, tout le monde dit on a tous souffert. Mais c'est vrai qu'ici, le poids des transformations économiques, des transformations industrielles, ça a été terrible. C'est une région qui a symbolisé l'industrie, en France et aussi en Europe, et qui a eu le sentiment que le ciel tombait sur la tête. Alors, on va revenir dessus d'ailleurs, tout au long de vous baissez les bras, vous vous lamentez, vous cherchez des solutions. Et il y a aussi une autre dimension au-delà du World Forum, c'est Rêve 3, la 3e révolution industrielle. Et là, c'est Philippe Vasseur, avec à l'époque mon prédécesseur, socialiste, Daniel Percheron, qui a eu une idée géniale. C'est d'approcher Jérémy Rifkin en disant vos théories sur la 3e révolution industrielle, et si on les appliquait chez nous. Et donc moi, quand j'ai été élu, j'ai repris cette idée, on lui a donné une impulsion supplémentaire pour que justement les territoires portent cette révolution, cette 3e révolution industrielle, et justement ça vient se marier parfaitement avec le World Forum. C'est pas seulement qu'on réfléchit, qu'on parle de l'avenir, c'est qu'on le fait. Alors justement, est-ce qu'il y a des applications concrètes? Parce que c'est prestigieux, il y a des intervenants très intéressants qui vont se succéder. Vous en tirez quelles conclusions et quelles applications pratiques, Philippe Vasseur? Disons que la démonstration la plus éclatante, c'est celle que vient de faire Xavier Bertrand. C'est-à-dire que nous avons présenté au World Forum des solutions et on a décidé ensuite de devenir, ici, dans cette région de Hauts-de-France, un territoire pionnier,
une région expérimentale, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective pour basculer plus vite dans le monde de demain, dans l'économie du futur. On le fait actuellement sur les questions d'énergie. Je vais prendre un exemple. Nous avons au programme, et nous sommes déjà en train de le réaliser, le fait que nous voulons devenir la première région d'Europe, je dis bien la première région d'Europe, pour le biométhane, hein, c'est-à-dire le gaz qui est le gaz vert, injecté dans le réseau pour nos concitoyens. Et c'est possible, ça. Non seulement c'est possible, mais c'est en cours. On a aujourd'hui 45 unités de méthanisation qui sont en projet ou en cours de réalisation. Et on est en train de construire, avec d'ailleurs la région, ce qu'on appelle un technocentre sur la recherche et le développement de cette nouvelle énergie, de l'énergie verte. Philippe Vasseur, il y aura d'autres éditions, j'imagine. C'est planifié jusqu'à quand ? 2040 ? C'est planifié jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire le plus tard possible. Merci beaucoup Philippe Vasseur. Maintenant on va parler d'économie, bien sûr, économie du territoire. Xavier Bertrand est notre invité à travers un exemple. Ce qu'on a fait chez vous, à Amiens, Xavier Bertrand, à l'usine Extractis, en pointe dans ce secteur de la bioéconomie. Qu'est-ce que la bioéconomie d'abord? Explication par WEO, les équipes de WEO. Des algues vertes, voilà ce qui anime ce jour-là les équipes d'Extractis, à Dury, près d'Amiens. Depuis plus de 30 ans, ce centre de valorisation accompagne les industriels d'ici et d'ailleurs dans leurs projets innovants. Tout part de la matière végétale ou de la matière marine. De l'extraction à la modification, celles-ci vont subir tout un tas d'analyses, de procédés, pour répondre au final à l'optimisation de produits. Des produits qui font partie de notre quotidien. Donc l'alimentaire, le non-alimentaire, ça passe par la cosmétique, énormément de secteurs aussi divers que variés. Et puis toujours ce challenge d'essayer de développer quelque chose à partir d'une matière première végétale, c'est intéressant. Ouais. Le jambon à moins 25% de sel grâce aux algues brunes, l'autobronzant à base de tourteaux de tournesol. Voilà les références des 30 experts qui travaillent chez Extractis. Chaque année, ce sont 70 clients qui sont ainsi accompagnés, de l'aide à la conception aux micropilotes jusqu'aux pilotes industriels. Un savoir-faire qui permet aujourd'hui à Extractis d'avoir une approche plus globale en matière de bioéconomie. Le grand changement de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la bioraffinerie. C'est l'utilisation de toutes les parties d'une plante et plus seulement d'une petite partie intéressante, mais également de tout le reste. Soutenu par l'Europe et engagé dans le master plan de la bioéconomie en Hauts-de-France, Extractis souhaite, avec d'autres acteurs régionaux, faire de la région le leader de la bioéconomie en France. Voilà, cette nouvelle économie, cette bioéconomie, Xavier Bertrand, ça a de l'importance pour un président de région comme vous. Mais c'est des emplois, c'est des emplois. Application concrète des emplois, du boulot. Très clairement, bon, il y a ce procédé qui est remarquable, mais vous prenez notamment, sur les 2 dernières semaines, viennent d'être annoncés 2 projets sur la bioéconomie, sur l'alimentation végétale à partir d'insectes. C'est des investissements jusqu'à 180 millions d'euros. Non, alimentation végétale. Oui, alimentation végétale. Derrière, c'est 120 emplois d'un côté, ça sera 100 à terme de l'autre. Ce sont les emplois de demain, mais l'important, c'est du boulot. C'est du boulot. Et dans cette région, on est mort de faim en matière d'emploi. Ah bon, on va en parler. Et il nous en faut davantage. Alors, j'accueille Jean-Michel Laubry, qui est le président directeur général de WEO. Je l'accueille, mais en fait, c'est vous qui nous accueillez ici, dans vos magnifiques studios de cette première chaîne régionale de la TNT qui appartient au groupe Rossel-Lavoie. Et puis, j'accueille à vos côtés Michael Tassard. Bonjour, Michael. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard, l'autre grand quotidien régional. On passe aux questions économiques tout de suite. Peut-être priorité à celui qui nous accueille. Oui, c'est très intéressant ce qui se passe dans cette région parce qu'effectivement, comme le disait à l'instant Xavier Bertrand, vous avez un renouveau de l'activité économique et porté par des dynamiques structurantes comme REF3, ils en ont parlé il y a quelques instants. Et en même temps, cette région continue à souffrir sur tout un pan de son activité, l'activité industrielle, un dossier brûlant qui est celui d'Ascoval, bien évidemment. Hier, à Valenciennes, ce lundi, 300 personnes qui étaient réunies, des syndicalistes. Pour les Français, c'est Valourec qui est le plus connu. Valourec était actionnaire majoritaire. Ascoval, c'est la semaine de tous les dangers, puisque le 24 prochain, 24 octobre prochain, le tribunal de Strasbourg va se prononcer sur stop ou encore. Posez votre question à Xavier Bertrand. Cette activité. J'ai en tête cette banderole qui était hier à Valenciennes. Ascoval ne fermera pas son combat. À une semaine de l'échéance du tribunal, où en est-on ? Quel est le dernier combat à mener? Est-ce qu'il y a encore un combat à mener? Oui.
pour que l'État nous dise la vérité sur ses intentions. Ils ont avancé là, depuis votre coup de gueule sur France Inter. Ils passent leur temps à essayer de démolir le seul projet de reprise. Ils veulent siffler la fin de la partie pour ce dossier. Vous savez pourquoi? Parce que Vallourec veut se débarrasser de ce dossier. Vallourec préfère mettre de l'argent aujourd'hui sur un plan social plutôt que de financer pendant 18 mois les volumes d'activité d'Ascoval pour que Ascoval, pendant ce temps, construise un train à fil. Un train à fil, c'est pour fabriquer des fils spéciaux, à la fois pour le textile, des fils qui iront dans les sièges auto. On continue à produire des voitures dans cette région. Et il y a une filière de clients là, sur le secteur. Nous, on se bat pour avoir trouvé des repreneurs. Il y a un repreneur, mais seulement il ne leur plaît pas. Altifort. Oui, Altifort, parce que ce groupe a besoin pendant 18 mois que Vallourec lui achète plus cher qu'au marché, ça. Et donc, il y a un jeu, il faut le savoir, qui n'amuse personne à part l'État, qui consiste en permanence à démolir ce projet. Sur Vallourec, Xavier Bertrand, Altifort demande effectivement une aide sur 18 mois à Vallourec pour un montant de 51 millions d'euros. Vallourec est intransigeant. C'est moi maintenant. C'est vous qui voyez ces chiffres. Vous voyez ces chiffres. C'est moins que 51 millions d'euros. Et ce que je demande là aujourd'hui n'est pas nouveau. Parce que l'origine de tout cela, Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, qui nous dit à tous, bon, cette usine de Vallourec, on va la revendre à Ascométal, c'est une bonne affaire, vous pouvez y aller tous les yeux fermés, ça vaut la peine. Ouais. C'est ça l'origine. Ouais. Je le dis sans chercher querelle, juste pour bien préciser, je ne dis pas d'ânerie, c'est bien ce qui s'est passé à l'époque. Bon, il s'avère qu'Ascométal, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et l'an dernier, vous avez une possibilité de rachat d'Ascométal par deux groupes. Soit un groupe anglo-indien, Liberty, soit un groupe suisse-allemand, le groupe Schmolz. Et nous, on dit à l'époque, attention, si c'est Schmolz ne reprendra pas Ascoval et on va à la cata parce que Ascoval va disparaître. Le gouvernement n'a pas laissé faire, le gouvernement a souhaité que ce soit Schmolz, avec donc la fermeture. Et donc la responsabilité sur le gouvernement aujourd'hui pour vous? Clairement. Même sur Emmanuel Macron, puisque clairement, il était ministre de l'économie et des finances, et j'estime qu'il a aujourd'hui la responsabilité jusqu'au bout. S'il y a une possibilité, il y aurait zéro repreneur. Je pourrais rien dire. Ça serait en plus une activité qui n'a plus de débouchés, qui n'a plus de clients. Mais bon, on va continuer à fabriquer des voitures. Il faudra des sièges, il faudra donc des aciers spéciaux à l'intérieur, du fil spécial à l'intérieur. On fabriquerait des magnétoscopes. Mais c'était quoi, une mauvaise analyse? C'était quoi, une mauvaise analyse, une mauvaise connaissance? Je ne reviens pas sur la question de la mauvaise analyse ou pas. Ascométal, au définitif, n'était pas assez. Non, parce que ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, ça donne juste une responsabilité au président de la République. C'est de ne pas se désintéresser du dossier. Je vais jusqu'au bout. Non, c'est très important. Oui, rapidement, je sais qu'on est dans les médias, il faut faire court. Mais ça vaut la peine. Oui, mais moi, je vais vous dire aujourd'hui où on en est. Voilà un an. Donc on obtient, il a fallu se battre, on obtient, et la région a aussi mis de l'argent. Voilà un an, pour qu'on puisse avoir la continuation de l'activité et que Vallourec continue à acheter aux Allemands qui avaient repris cette usine le temps qu'elle ferme. Mais on avait dit attention, si on trouve un repreneur, l'engagement de Vallourec n'est pas sur 12 mois. L'engagement de Vallourec, il faut qu'il soit sur 24 mois. À l'époque, on dit, tout le monde autour de la table, ouais, vous avez raison, hein, c'est 12 mois, mais ça ira jusque 24. Mais seulement le problème, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire là-haut. Ils n'ont pas de mémoire dans les ministériels, dans les ministères. Ils n'ont pas de mémoire. Parce qu'une fois que les médias se sont détournés d'un sujet... Et quand vous étiez ministre, vous aviez plus de mémoire? Alors, Xavier Bertrand, quand vous étiez ministre, écoutez, vous l'étiez, les Français s'en rappellent il n'y a pas si longtemps. Personne, je demande tout simplement que l'État joue son rôle. À l'époque, j'étais ministre, notamment quand il y a eu cette crise importante, et c'est vrai, notamment avec le ministère de l'Industrie, on avait mis en place une cellule commune parce qu'on peut sauver des emplois quand il y a des débouchés. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, tout se passe pour que la visite du président de la République au mois de novembre dans cette région se passe bien. Et donc on est en train aujourd'hui de dire aux salariés, on va obtenir un report et on verra après. Mais ceux qui sont en tête, eux, c'est l'enterrement programmé d'Ascoval. Parce qu'ils préfèrent encore une fois payer la fin plutôt que de mettre de l'argent pour c'est encore l'hypothèse la plus probable, l'enterrement, il y a 300 personnes. Je ne veux pas pour le contraire, moi. Mais c'est des gens qui bossent. Il nous reste moins de 8 jours. Oui, mais le problème est très simple. Vallourec a-t-elle fait bouger les lignes? Mais bien sûr, Vallourec, bien sûr que non. Rien. Mais Vallourec veut l'enterrer avec le soutien du gouvernement qui veut, d'une certaine façon, tourner cette page. Mais vous imaginez, être capable de mettre des dizaines de millions d'euros
pour arrêter une activité quand il y a une perspective. Peut-être qu'ils ont peur qu'encore dans 18 mois, on cherche leur responsabilité. Mais moi je dis, c'est aujourd'hui qu'on a besoin. Et puis il y a aussi autre chose. Pourquoi je demande à l'État? Parce que l'État est actionnaire de Vallourec. Entre la BPI et la Caisse des dépôts, c'est 16%. Donc vous allez interpeller le président de la République quand il va venir, même avant. Non, avant, parce que là je le dis très clairement, je ne suis pas dupe. Il était venu, voilà à peu près un an, visiter l'usine Toyota, parce que là il y avait une formidable bonne nouvelle. On allait construire une deuxième voiture, on allait développer. Il était juste venu à quelques kilomètres d'Ascoval à Saint-Saul, et il avait dit aux élus, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Eh bien, dis donc, qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu des raisons d'être... Xavier Bertrand reste avec nous. Il y a un cynisme d'État que j'ai dénoncé à différentes reprises, parce que pour ces gens-là, c'est une activité qui peut s'arrêter, mais ils ne voient pas qu'à l'intérieur, il y a 320 familles qui dépendent de cette activité. Emploi direct et le double en indirect. Et en indirect. Et le pire, c'est que cette entreprise, elle tourne et qu'elle a de l'avenir. De siffler l'enterrement d'une entreprise qui tourne, il ne faut pas me dire qu'on croit à l'industrie. Alors on continue, Xavier Bertrand reste avec nous, Michael Tassard du courrier Picard et Jean-Michel Aubry de WEO. L'un des enjeux majeurs, c'est également la transition écologique. Comment faciliter des solutions pratiques pour les villes? Nous allons en parler dans un instant. On va parler d'Arras, où mobilité douce et économie d'énergie se conjuguent. C'est un reportage également de WEO. Prendre de la hauteur pour voir un peu plus loin. Les 46 communes de la communauté urbaine d'Arras se projettent dans le futur. Engagées dans la transition énergétique, elles ont signé le 11 octobre avec l'État un contrat de transition écologique. Une première en France, un coup de pouce administratif et financier à 100 projets impliquant secteur privé et public. Sur les premières fiches actions, c'est quand même 3 millions d'euros que l'État va mettre sur la table pour le territoire d'Arras, 3 à 5 millions d'euros chaque année sur les énergies renouvelables en tarif d'achat. On est sur des efforts qui sont importants. Le plan de transition écologique de l'agglomération prend de multiples formes. Parmi celles-ci, la rénovation énergétique de la tour Cézanne par le bailleur social. Les techniques mises en œuvre seront dupliquées pour faire du quartier environnant un quartier exemplaire pour la maîtrise de l'énergie. On peut considérer qu'à la communauté urbaine, on va économiser 42 gigawatts d'énergie par an. Donc ça, c'est le côté économie. Et que par ailleurs, nous produirons également de l'énergie renouvelable à hauteur de 47 gigawattheures. Les élus ont aussi lancé directement la rénovation de bâtiments publics. Ces anciennes écuries militaires sont désormais l'un des plus beaux gymnases de la ville et un témoin exemplaire de l'éco-rénovation. Les déplacements prennent aussi le train de l'écologie. Navettes et vélos électriques font partie de la panoplie de mesures pour améliorer la qualité de la vie. Xavier Bertrand est avec nous en direct de Lille, dans les studios de WEO. Michael Tassard, bonjour, vous êtes rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest. La grande affaire ici, c'est aussi ce canal Seine-Nord. Le Courrier Picard en parle sans arrêt. Bien sûr, tout à fait. Xavier Bertrand, vous êtes beaucoup investi dans ce dossier-là. Régulièrement, on l'annonce, puis on le reporte, puis on l'annonce, puis on le reporte. La dernière annonce d'Elisabeth Borne, c'était pour dire qu'on l'inscrivait dans le marbre, et d'autres avant elle l'avaient dit aussi. 2 présidents de la République même. 2 présidents de la République l'ont dit. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de retirer le volant à l'État. L'État n'y croit pas à ce projet. Enfin, pardon. La haute technostructure, elle n'y croit pas parce qu'elle trouve que quasiment 5 milliards d'euros pour faire passer des péniches, c'est grosso modo leur état d'esprit, ça sert à rien. Ils ont complètement ma boule. Donc vous avez repris la main? C'est tout simplement parce que derrière, il n'y aura jamais de perspective économique aussi importante pour la grande région. Mais pardon, ce n'est pas un projet régional, mais pour la France et aussi pour l'Europe. Et l'Europe met maintenant jusqu'à 50% du projet. Ce n'est pas un projet comme ça qui n'intéresse personne. Ce ne sont pas mes chiffres, parce que dès qu'un politique donne des chiffres, personne n'y croit. Mais les milieux économiques nous disent que c'est 20 à 30 000 emplois à terme. Il n'y aura jamais d'autres perspectives. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que Nicolas Sarkozy, François Hollande, sincèrement, avaient dit ce projet se fait, il est gravé dans le marbre. Mais seulement après, vous avez la haute technostructure, surtout quand on la laisse faire, qui l'a flingué. Ce projet, flingué. Et donc il avait mis en pause, et le président de la République qui avait dit en mars sur RTL, pardonnez-moi, mais RTL qui avait dit ça c'est un projet comme le Lyon-Turin, on n'y touchera pas, balaboum, juste après l'élection, tout est mis en pause. Et il a fallu utiliser des méthodes, je suis désolé de le dire, pas très
très convenable, c'est-à-dire de mobiliser les élus le jour où le président de la République est venu à Amiens pour qu'on obtienne le redémarrage. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons proposé les collectivités locales, notamment les 4 départements. Ils ne sont pas très riches, les départements, ils sont comme la région, mais de dire très clairement, allez, on prend le pilotage et on prend nous-mêmes le risque. Ces départements, aujourd'hui, vous croyez qu'ils ont l'argent pour le faire? Ah, ils l'ont. Eux l'ont. Je fais plus confiance aux départements qu'à l'État central. Hein. Vous savez, j'étais hier avec le conseil départemental de la Somme, ils ont leurs problèmes, mais leurs 70 millions d'euros, ils les ont toujours laissés. Parce qu'ils pensent à l'avenir économique, ils croient aux infrastructures, à l'aménagement du territoire, et ils voient aussi que c'est un débouché pour notamment les personnes au RSA avec une insertion. Donc on a proposé d'avancer l'argent de la part de l'État, quand même, les banquiers de l'État, et on a proposé aussi autre chose, c'est qu'on le pilote. Et donc j'ai repris moi-même, avec le soutien des départements, la présidence du conseil de surveillance de la société de projet, et ça avance. On fait en ce moment les acquisitions foncières, les terrains, les propriétés sur lesquels passe le canal. On fait très attention sur le premier secteur. Au moment où je vous parle, il y a 0 dépassement. Alors c'est vrai que je suis un petit peu radin, ça aide aussi à ne pas se laisser embarquer dans des dépenses somptuaires, parce qu'on écouterait certains techniciens, on fait au mieux. Sauf que le mieux, c'est l'ennemi du bien, et je ne veux pas justement de dépassement. Et puis on a l'État qui nous dit aujourd'hui, bon, bah, notre milliard, va falloir créer un impôt régional. Alors moi je leur dis, attendez, c'est peut-être votre impôt, mais pas n'importe quoi, parce qu'il y avait l'idée de faire une écotaxe régionale. Alors là, si on veut tuer le transport routier, la logistique, on s'y prend pas autrement. Vous seriez d'accord pour cet impôt régional si... Ah mais moi, attendez, la part de la région et des collectivités, c'est 0 augmentation d'impôt. Et je dis à l'État, et vous pourriez faire, vous, la même chose. Mais avec l'État, je vais vous dire une chose, on sait pertinemment qu'il n'y a plus qu'eux qui peuvent nous bloquer le dossier. Donc je souhaite qu'ils tiennent parole. Alors j'ai un avocat sur ce dossier, je le dis, hein, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes. C'est pas parce qu'il est mon ami qu'il nous soutient, c'est pas parce qu'il est de la région, c'est parce que lui, il sait l'intérêt stratégique. Alors je ne vais pas participer, je vous le dis, à une opération de communication là aussi dans les semaines qui viennent, parce que déjà 2 présidents de la République qui sont venus nous dire ça ferait la deuxième qui ont posé la première pierre, non, c'est bon, c'est bon, parce que le retard qu'on a pris, il est juste dû à l'État. Depuis maintenant 1 an et demi, ça repartit aujourd'hui, et je pense que ce projet démarrera quand on aura mis l'État non plus comme passager, non pas comme copilote avec double commande, non, sur la banquette arrière. Jean-Michel Lebrun. Il a dit de chopper radin. Oui, je suis un peu radin, c'est vrai ou pas? Il a cette réputation ou pas? Oui, donc faire très attention, je fais plus attention à l'argent de la région qu'à mon argent. Il y a d'autres grands projets, hein, la ligne Abbeville-Le Tréport par exemple. Abbeville-Le Tréport, idem, un dossier sur lequel vous vous êtes beaucoup investi. Est-ce que ces petites lignes-là... J'étais pas le seul, parce que François Ruffin, beaucoup Emmanuel Maquet, vous avez aussi Sébastien Jumel, député communiste du côté normand. On a le consensus qui a fait cette ligne-là, ça veut dire qu'il y a un avenir pour ces petites lignes. C'est une petite ligne de train qui coûte beaucoup trop cher pour la SNCF, d'après ce qu'elle nous dit. Mais toutes les petites lignes, elles coûtent trop cher pour eux. Et donc, qui est menacée aujourd'hui de fermer. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aura toujours des trains sur ces lignes-là? Un train qui répond à des enjeux, parce que les gens d'Abbeville ont besoin. Voilà, les usagers en ont besoin. On pourrait estimer avec ce dossier que je ne suis pas le meilleur gestionnaire du monde. Parce que la région, c'est l'argent de la région, ça va être 40 millions d'euros pour rouvrir. On peut me dire que pour quelques centaines d'usagers, c'est pas très malin. Je pense qu'il y a une question clé qui est posée. Les gens qui habitent sur cette ligne, Abbeville-Le Tréport, qui bossent à Abbeville ou qui bossent au Tréport, on leur dit de déménager, on leur dit vous pouvez rester là où vous êtes, et on vous doit, à vous, des solutions de transport. Je crois que si plus personne ne fait l'aménagement du territoire, ça va être un drame dans ce pays. L'État n'y croit plus vraiment, donc j'estime que c'est le boulot de la région. Donc c'est l'argent de la région, 40 millions d'euros. Alors l'État nous dit, ouais, on va vous aider sur ce qu'il y avait comme argent dans les contrats de plan État-région. En clair, j'ai le droit d'utiliser pour ce dossier l'argent qui était promis ailleurs. Depuis qu'on entend Xavier Bertrand, depuis le début de cette émission, bien sûr, on a l'impression qu'il fait tout sans l'État. Au fond, il est un président dans son domaine. Mais je préférerais avoir l'État comme partenaire. Oui. Je préférerais, ça serait beau. Mais là, encore une fois, vous savez comment on a obtenu cette réunion pour obtenir ce redémarrage et d'utiliser l'argent qui m'était promis ailleurs pour. Mais d'avoir été ministre, ça vous aide pas? Pardon? D'avoir été ministre. Si, parce que je vais vous dire franchement, je connais les codes et je sais comment ça fonctionne. Et vous voulez que je vous dise, il a fallu interpeller la ministre dans des émissions de radio où il a fallu un peu comme des voleurs s'inviter dans des émissions en direct pour interpeller. Oui, mais c'est malheureux. Non, j'ai pas été le seul. Il y a aussi d'autres parlementaires qui l'ont fait en interpellant régulièrement aux questions au gouvernement. Ce qu'ils espèrent toujours, c'est qu'on va lâcher l'affaire. Mais il y a des gens là-dessus. Et quand vous avez aussi la SNCF qui me dit 40 millions d'euros,
Je ne crois pas que ce soit le montant réel de la facture. Systématiquement aujourd'hui, je demande des contre-expertises. Et je m'aperçois que ce que SNCF Réseau nous dit, ça n'est pas la vérité. Et cette contre-expertise en question, vous avez les chiffres aujourd'hui? Non, elle est en train. C'est moi qui l'ai payée. Il y a un mot qu'a prononcé. Je vais rentrer dans mes frais. Il y a un mot qu'a prononcé Xavier Bertrand qui est intéressant, c'est les gens. Jean-Michel Aubry, les gens de cette région qui attendent des emplois, qui attendent du concret. Alors, les gens attendent des emplois, du concret, et voient une incompréhension grandissante entre l'État, les territoires, en l'occurrence la région, les territoires et la région. Xavier Bertrand, les 3 exemples qu'on a pris sont des bons exemples de l'incompréhension. Quand est-ce qu'on sort de ce dilemme pour avancer vite au service de l'emploi, au service des territoires? L'État dit les régions faites, mais payées. On va poser la question à Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ah oui, d'accord, moi je suis président des Hauts-de-France, je ne suis pas président de la France. Hein. Non mais le problème, le problème est là. Non mais attendez, très clairement, très sérieusement, moi je suis partenaire. Combien de fois j'ai tendu la main? Combien de fois? Et vous voulez que je vous dise une chose? J'ai vu avec le précédent gouvernement, je ne suis pas socialiste, hein, je crois que ça c'est, je ne suis pas socialiste. Le précédent gouvernement, on a bossé ensemble. Whirlpool, on a réussi à sauver avec Bernard Cazeneuve, Premier ministre. Et il a lui-même appelé, quand il y a eu ce dossier, le président américain pour lui dire « Venez me voir, vous ne pouvez pas fermer comme ça, il faut qu'on trouve des solutions ». Ce qui nous a donné le temps de trouver un repreneur. Aujourd'hui... Le président américain Oui, mais Cazeneuve, il a fait plus que le boulot. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai le même problème que Whirlpool, je vous le dis comme je le pense. Il ne ferait pas ça. Et ça fermerait. Parce que le temps que m'a permis de gagner Bernard Cazeneuve, ça nous a permis de trouver un repreneur. Parce que ce n'est pas les politiques qui créent les emplois, c'est les entrepreneurs. C'est M. Decailleux, repreneur, qu'il a fallu, en plus il a fallu lui permettre de consolider son offre. Dès le départ, on voyait bien qu'elle n'était pas encore suffisamment costaud, elle l'est devenue après. Mais on a bossé main dans la main. Le barreau Cray-Roissy qui va désenclaver. Ce qui montre que ce n'est pas une question politique. C'est la question, est-ce qu'on pense que dans les territoires, un président de région, un président d'une intercommunauté, est-ce que c'est des gens avec qui on peut bosser ou est-ce qu'on est des vieux dinosaures, un vieux monde, qu'on est tous des nuls? Et vous savez, il y a plein d'élus, vous le savez avec votre émission, qui font un remarquable boulot depuis des années. Et moi, vous me le dites, vous m'invitez aujourd'hui, j'ai aussi un autre rôle. Moi, je dois être aussi le porte-parole de ceux qui ne sont pas invités dans les médias. Parce que des lignes comme à Ville-le-Tréport, il y a d'autres sujets. Le maintien d'un service public en milieu rural, une école où ça va se jouer la fermeture, 1 ou 2 élèves qui sont pas là dans l'école et on va fermer. Moi, mon rôle, encore une fois, c'est clairement de pouvoir être leur voix et de les faire entendre. Parce que le problème, c'est qu'il y a une colère qui est là. Il y a une colère qui est dans les territoires, il y a une colère qui est dans toute l'Europe, il y a une colère qui est dans le monde, parce que les gens ont l'impression de plus compter et que la politique, c'est juste des chiffres. Avec ceux qui dirigent, qui ont une calculatrice dans la tête. Et ça va mal finir si on n'entend pas ce message. D'ailleurs, voir dans la deuxième partie de cette émission si cette voix, ce représentant des voix, cette colère dont vous parlez, eh bien, vous pourrez le traduire sur le plan national aussi. Merci Jean-Michel Aubry. Merci Mickaël Tassard du Courrier-Picard. On vous retrouve en troisième partie d'émission. On va tout de suite regarder Xavier Bertrand. Vous restez avec nous. Le Zap Matin, c'est ce qui s'est passé en images dans l'actualité ces dernières heures. On se retrouve après avec vous. Le désastre provoqué par les pluies torrentielles ce matin très tôt dans le département de l'Aude, bilan très lourd. On sait qu'on a beaucoup bâti sur des zones inondables. Donc à la fois, la leçon, c'est évidemment de lutter contre le dérèglement climatique et éviter la multiplication, l'intensification de ces phénomènes météo extrêmes. C'est de repenser nos aménagements ruraux. On a littéralement jamais vu ça. Ça explique l'intensité et la violence du phénomène. Je comprends très bien que quand on a perdu sa maison, quand on voit sa voiture partir avec la crue et qu'on en a besoin pour aller travailler, on soit écœuré, triste et inquiet. On sait et émerge régulièrement des reproches, des critiques sur la manière dont a été conçue l'urbanisation dans notre pays, sur peut-être les vieilles traditions, les vieilles expériences paysannes qui ont été jetées par-dessus bord. Il faut remettre des haies typiquement parce que les haies ça permet de faire couler l'eau. Il faut revoir notre système agricole pour qu'il soit moins émetteur de gaz à effet de serre. Il faut qu'on isole mieux nos bâtiments. Pas d'information quoi. Et à la radio aucune radio. L'alerte rouge, elle a été déclenchée très tard. On a observé quelque chose, c'est quand on mettait des zones en vigilance orange, tout le monde ne se dit pas ça va passer en rouge, donc voilà. Et quand ça passe en rouge au milieu de la nuit, parce qu'on se rend compte que le phénomène qui devait passer reste et devient plus intense,
c'est compliqué d'être non pas réactif, parce que ça, les secours, ils ont été réactifs, mais de faire passer l'information voilà, sur les à 2 h du matin, c'est compliqué. Alors évidemment, aujourd'hui, on comprend que le remaniement a été repoussé compte tenu des événements dramatiques, climatiques qui ont eu lieu. Mais enfin, écoutez, depuis des semaines, nous savions que Gérard Collomb était sur le départ. Et ce gouvernement n'a pas anticipé cela. Il n'y a personne pour prendre le poste de ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis, des aménagements, des systèmes de prévention des crues. Ils ont fonctionné pour un certain nombre d'entre eux et s'ils n'avaient pas été installés, s'ils n'avaient pas été construits et financés, si l'habitude n'avait pas été prise dans le travail avec les élus et les services de l'État, le bilan aurait sans doute été plus lourd. Mais je veux d'abord dire merci, et je le dis comme je le pense, d'abord dire merci à ceux qui, pendant toute cette nuit et pendant toute la journée, ont aidé les sapeurs-pompiers, les militaires, les bénévoles, les élus. Je veux les remercier, parce que sans eux, ce serait bien pire. De notre émission avec Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui est notre invité politique. Je vous regardez le Premier ministre, Xavier Bertrand, que vous connaissez bien. Vous avez appartenu à la même famille politique. Il, dans son rôle, à la fois de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur, il a été comme il fallait ces dernières heures. Bon, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, bon, faudra quand même qu'un jour on nous dise qui est le ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas m'éterniser sur ce feuilleton, mais quand même 2 semaines. On est quand même dans un pays avec toujours une menace terroriste qui est importante. Il faut maintenant que ça finisse, quoi. Faut maintenant que ça finisse. Édouard Philippe, c'est aussi... Moi, j'attends encore Édouard Philippe. Il y a une rencontre qui est prévue avec les présidents de région cette semaine. Et je lui ai dit, depuis déjà un long moment, je pense qu'il y a une nouvelle étape en termes de décentralisation qui est à franchir. Je pense que c'est à lui, c'est au président de le laisser faire. Mais il ne faut pas que ce soit juste une rencontre. On va donner nos arguments, il va les entendre. Même si vous avez par exemple un ministre des collectivités locales dans quelques heures, c'est au Premier ministre de prendre ça, comme l'ont fait aussi à une époque des Premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin. Et vous voulez que je vous dise, si on veut vraiment avancer sur cette nouvelle donne entre l'État et les territoires, il faut une forme de Grenelle des territoires, c'est-à-dire qu'on nous enferme, pièces, et qu'on ne sorte que quand on aura trouvé ensemble en réunion. Mais parce qu'il faut faire un peu de la co-construction. Vous l'appelez de vos voeux ce matin, ce Grenelle des territoires? Bien sûr, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Je ne vais pas passer mon temps, moi, à râler. On ne va pas avoir à Paris des gens qui disent oui, ils râlent, mais c'est pas très grave. Il y a des solutions à trouver. Et puis vous ne pouvez pas non plus faire uniquement avec les régions, en oubliant les départements, en oubliant les communes. Il faut nous mettre tous ensemble, qu'on vienne avec des propositions concrètes, mais il y a aussi une nouvelle méthode qui est à inventer, parce que ce qui vient du terrain, de toute façon, ils ne l'entendent pas, ils n'y croient pas. Mais ce qui vient d'en haut n'est pas adapté parce que c'est déconnecté. Donc il faut qu'on ait cette nouvelle méthode et qu'on trouve des solutions. Je prends juste un exemple en matière économique. Vous prenez un entrepreneur qui veut s'installer dans les Hauts-de-France, un entrepreneur qui veut s'installer en Belgique. Il va mettre 2 fois plus de temps en France pour s'installer que de l'autre côté. Donc encore une fois, on peut trouver des solutions pour l'implantation. On le fait dans des grands dossiers, mais on n'est pas capable de le faire quand un entrepreneur d'ici veut par exemple s'étendre. Je plaide que pour les formalités, il y ait cette simplification et que je ne décide pas tout seul. Mais que j'ai par exemple un préfet qui aura beaucoup plus de pouvoir qu'un directeur d'administration centrale. Parce que le préfet, il est ici, il est connecté. D'accord. Merci Xavier Bertrand. Oriane Mancini de Public Sénat et Hervé Favre de La Voix du Nord nous ont rejoints pour interviewer Xavier Bertrand. Bonjour. On entend beaucoup dire que Emmanuel Macron est un président recentralisateur. C'est aussi votre point de vue? Au-delà de la recentralisation, c'est à qui on fait confiance? Aux experts, aux technocrates ou aux gens de terrain? Alors, la technostructure qui a toute cette place, ça date pas d'il y a 1 an et demi. Mais ça n'a jamais atteint une telle proportion. Parce que je pense qu'il ne nous fait pas confiance. Il ne nous fait pas confiance. Demandez-lui pourquoi, il ne nous fait pas confiance. Vous savez, cette région, c'est pas moi qui l'indique, que ce soit Ernst & Young, que ce soit IBM, que ce soit le cabinet Trendéo, montre bien qu'on est les premiers en termes d'investissements internationaux. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait ici et que c'est pas moi qui le fais tout seul. Le rôle d'un président de région, c'est un peu de créer l'écosystème, c'est d'être un peu un assemblier. Mais si on a des résultats, vous vous rendez compte, si on n'avait pas le frein de l'État en permanence, mais on serait bien meilleur. Tiens, même sur une autre question, la santé. On cherche des solutions, notamment pour mettre en place des consultations de télémédecine dans les 7 vallées, c'est dans le Pas-de-Calais. On trouve des solutions, mais les bâtons dans les roues que j'ai eus de la part de l'Agence régionale de santé. Des mois et des mois de discussion pour à la fin avoir du bout des lèvres, juste un accord, alors qu'officiellement au niveau national, ah non, la télésanté c'est bien, il faut vraiment y aller. Mais derrière,
derrière, il y a un double langage. Et pourquoi je fais ça ? C'est pas parce que j'étais ancien ministre de la Santé, c'est tout simplement parce que ça va me permettre de trouver des solutions à des gens qui ont un problème de santé, c'est pas une urgence gravissime, mais qui, quand vous avez un professionnel de santé qui a déjà 40 rendez-vous dans la journée et que vous ne sentez pas bien, c'est de pas être obligé d'attendre le lendemain ou le surlendemain. Moi, je cherche des solutions. C'est pas compliqué, je cherche pas à créer une loi propre aux Hauts-de-France, mais tout simplement qu'on dise, mais laissez-nous mettre en œuvre ces solutions. Vous allez pouvoir lui demander directement au président de la République pourquoi il ne vous fait pas confiance. Vous le rencontrez vendredi. Quel est le message que vous allez lui faire passer ? Je veux savoir aussi pourquoi il souhaite nous rencontrer, parce qu'il voit Jean Rotner. Non, je sais que ça vient de chez eux. Je pense que c'est aussi certaines façons pour préparer son déplacement. Mais il voit Jean Rotner, il voit M. Morin, mais c'est pas un rendez-vous. Il voit Dominique Bussereau, il voit Gérard Larcher. Est-ce qu'il est en train de rectifier le tir ? Vous lui avez demandé il y a quelques semaines de rectifier le tir avec les territoires. Est-ce qu'il est en train de le faire selon vous ? Je ne sais pas, je vous dirai dans quelques mois. Vous savez, je crois plus aux grandes déclarations. La politique, c'est un peu comme l'amour. Il y a les preuves d'amour, les déclarations. Les preuves sont beaucoup plus importantes. Et c'est pas un simple rendez-vous qui suffit. Je vous l'ai dit, il faut une nouvelle méthode. On vient avec nos idées, ils viennent avec leurs contraintes et on trouve une solution. Ça s'est fait à une grande époque, Grenelle. Ça s'est fait aussi avec Jean-Louis Borloo à l'époque. Il faut vraiment qu'on nous fasse un peu confiance. Oui, mais là, justement, dans ce débat entre l'État et les collectivités... Le lapsus va en dire beaucoup, c'est qu'on est dans une situation de combat. Alors qu'on pourrait être partenaire, bon sang. Les associations de régions, départements et maires sont dans la lutte d'influence, mais vous avez choisi de vous mettre à l'écart de l'association des régions. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Est-ce que vous n'auriez pas besoin, justement ? Parce que moi, je veux ma liberté. Oui. Et j'ai des comptes à rendre aux 6 millions d'habitants de la région. Je vais vous dire pourquoi j'ai quitté l'Association des régions de France. C'était, 1 an et demi, 2 ans. L'Association des régions de France voulait, avec l'État, mettre en place un nouvel impôt, qu'on appelait la TESR, pour 600 millions d'euros. Et je n'ai pas été élu, moi, pour mettre en place un nouvel impôt dont j'aurais récupéré à peu près 60 millions d'euros. Moi, je sais pertinemment que les gens, les impôts, c'est basta. Mais à l'époque, il y avait un peu un jeu de rôle. Les régions disaient, c'est l'État qui nous propose, l'État qui disait, c'est les régions. Et au final, il y avait un nouvel impôt. Je préfère dire très clairement, moi, je représente les 6 millions d'habitants de la région et je ne joue pas à ça. Là, vous avez encore des nouveaux sujets. Certaines régions veulent mettre en place une écotaxe régionale. Mais moi, une écotaxe régionale avec les transports routiers, les transporteurs qui sont par exemple en Belgique ou d'autres pays, mais elle est morte mon économie. Elle est morte mon économie. Donc je vais vous dire une chose, je préfère rendre des comptes à mes 6 millions d'habitants, mais je ne veux pas dépendre des décisions des autres. On n'est jamais seul dans la vie. L'Association des régions de France est dans un jeu de rôle politique, elle ne défend pas correctement les habitants. Non, c'est pas ça, c'est que c'est compliqué. Quand vous avez une grosse dizaine de régions, chacun voit un peu midi à sa porte. Moi je veux ma liberté. J'ai mis des années à l'acquérir ou à la retrouver, cette liberté. Que ce soit à une époque mon ambition nationale, que ce soit à une époque les partis politiques. Donc maintenant ou demain, une association, c'est non. C'est non. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Ma seule boussole, c'est ce que je pense être bon. Je ne sais pas si je réussirai. Je ne sais pas, j'étais hier devant le conseil départemental de la Somme, il y avait la majorité, il y a l'opposition, je leur ai dit. J'essaye de me battre, j'essaye beaucoup d'écouter. Parce qu'il n'y a pas de vérité qui s'est imposée à moi un matin, mais je sens qu'on est peut-être sur la bonne voie et qu'en plus on peut jouer cette carte de l'intérêt général. J'ai pas envie d'être prisonnier, c'est tout. Un mot pour finir sur cette question des territoires. 6 000 maires ont décidé d'augmenter le taux local de la taxe d'habitation dans leur commune, alors que l'État s'est engagé à compenser cette suppression de la taxe de l'habitation à l'euro près. Est-ce que pour vous c'était une décision opportune ? Mais c'est simplement qu'ils ne font pas confiance. C'est qu'ils ne font pas confiance. Ils se disent on ne nous compensera pas à l'euro près, et donc comme on a des contraintes et autres, ils l'ont fait. Moi, il ne faut pas leur jeter la pierre. Et là, le site de délation, la balance ton maire. Et puis quoi encore, là, on est où là ? Ça, c'est Gérald Darmanin qui était... Non, c'est pas lui, c'est pas son genre. Le fait qu'il ait rendu public la liste des 6 000 maires, c'est une erreur. Je ne suis peut-être pas très objectif quand on parle de Gérald Darmanin, mais c'est pas son genre. Est-ce qu'il doit rester au budget ou est-ce qu'il doit aller au ministère de l'Intérieur ? Poser la question à Emmanuel Macron. Puis comme c'est mon ami, je vais vous dire une chose, peut-être mieux pas trop que je dise du bien de lui. D'accord ? D'ailleurs, Xavier Bertrand, vous n'avez pas été contacté du tout ? Ah non. Le coup de fil n'a pas eu rien, votre portable n'a pas sonné. D'ailleurs, je vais peut-être... C'est une des premières fois ou pas ? Oui, mais sérieusement, ils savent à quoi s'attendre. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que ma mission, elle n'est pas terminée ici. Et puis, je ne suis pas raccord avec cette politique. Je ne suis pas raccord avec cette politique. Elle m'inquiète beaucoup. Elle a fait du mal à beaucoup de gens de la région.
des retraités de la région, à des salariés qui aujourd'hui ont aussi des difficultés. Alors on nous dit, oui mais ça ira mieux. Mais attendez, mais les gens savent mieux compter que les ordinateurs de Bercy. Parce qu'il y a un point qui ne compte pas. Vous dites que cette politique a fait du mal. Vous avez vu le prix du carburant. Quand j'étais ministre, je faisais moins souvent mon plein qu'aujourd'hui. Cette politique a fait du mal. Oui, elle a fait du mal à beaucoup. Pas qu'aux gens de cette région, Xavier Bertrand. Non, mais prenez la région, ceux qui étaient en contrat aidé. Moi, j'en avais beaucoup dans les lycées, qui se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain au chômage. Vous leur dites quoi à ceux-là? Qui coûtaient trop cher? Non, ils ne coûtaient pas trop cher. Ils exerçaient une mission. Les contrats aidés, ce n'est pas la panacée. Mais le contrat aidé, c'est mieux que le chômage. Et puis la vérité, c'est qu'en supprimant les contrats aidés, les économies ont été faites par le budget de l'État, mais pas par le budget de la nation. Celui qui était sur le budget de l'État payé pour son contrat aidé et qui s'est retrouvé au chômage sont les assédiques qui payent. Ou quand il est au RSA, c'est le conseil départemental. Ça fait des économies sur le papier qui ont permis de financer une bonne partie de la suppression de l'ISF. Vous savez, vous pouvez faire des choix dans ce pays. Mais s'ils ne sont pas justes, les gens n'acceptent pas. Vous n'êtes pas raccord, définitivement, avec vraiment, la politique vraiment du pas président de la d'accord République. sur le fond, vraiment pas d'accord. Un mot pour continuer sur le budget. Ce gouvernement augmente la CSG pour les retraités. Il y a un quasi-gel de leur pension de retraite. Est-ce que selon vous, il fait peser trop d'efforts sur ces retraités? Oui, et il est en train de fracturer la société française. Moi, ce que je vois monter, et ça j'aime pas du tout, c'est que dans les familles, il commence à y avoir des oppositions. Avec des jeunes qui commencent à travailler, qui disent à leurs parents, ouais, on vous demande un effort, mais vous avez connu que des belles années. Non, le travail des retraités, il a symbolisé quelque chose. Il a fait aussi la France. Et aujourd'hui, de leur dire, vous, votre travail qui est passé, c'est comme s'il avait servi à rien, c'est grave. Et puis, il y a aussi une angoisse qui est en train de naître chez beaucoup de retraités. Il y a eu la CSG, qui a été un coup dur, et là, avec la non-revalorisation des pensions, ils se disent, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Ils ont entendu les inquiétudes sur les pensions de reversion. Le président de la République a dit, on n'y touchera pas. Mais il y a quand même eu cette réflexion. Et les retraités disent, ça va s'arrêter où? Parce que les retraités, souvent leur bonheur, c'est d'aider les enfants ou les petits-enfants. Et même financièrement, au-delà même de l'aide qu'ils font, le bricolage, retaper une maison, ou tout simplement s'occuper des petits-enfants, et pas qu'en vacances. Mais là, aujourd'hui, ils se disent, mais est-ce qu'on va être obligé de demander aux enfants de nous aider jusqu'à la fin? Et ça touche à leur fierté. Et il faut bien voir, ils ne savent pas, là-haut, se mettre à la place des gens. Et si vous voulez éviter, parce que moi, mon rôle, c'est pas de dépeindre une situation, c'est pas de dire que je comprends ce que vivent les retraités, c'est de proposer une autre solution. Il y en a une qui est très claire. Plutôt que, allez, de faire les poches, il y a une autre possibilité. Si on relève de 2 mois l'âge légal de départ à la retraite, et pas du jour au lendemain, pas de fin octobre pour début novembre. Même en prenant le temps, vous n'avez plus besoin de demander cet effort aux retraités. Parce qu'il y a une sorte de solidarité financière et familiale qui joue. Ce sont les retraités qui aident, et les retraités n'ont pas envie d'être obligés de demander à leurs enfants. Le gouvernement s'engage à ne pas y toucher, à cet âge égal de départ à la retraite, dans sa réforme des retraites. C'est une erreur pour vous? C'est un manque de courage. Tout le monde sait que dans les années qui viennent, tout le monde sait que nous vivrons encore plus longtemps et qu'il faudra travailler un peu plus longtemps. La vérité, c'est tout simplement qu'il faut, encore une fois, de la justice. Il faut le même système pour tout le monde. Mais entre parenthèses, là, ils sont en train de bomber le torse. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais tout est entrepris. Que ce soit sur la durée de cotisation, que ce soit sur les différentes règles. La retraite universelle par points. C'est engagé, que ce soit même les régimes spéciaux et autres. On y est. Donc là, c'est juste le point final. Ça ne demande pas un courage extraordinaire. Mais pour vous, cette réforme qui est présentée comme une grande réforme, au fond, c'est une réforme qui manque de courage? Elle manque de courage. Mais on y reviendra, parce que je m'exprimerai sur le sujet quand elle sera présentée, en faisant encore une fois des propositions en face. Je pense surtout que vous allez voir qu'elle va manquer de justice, et que telle qu'elle est prévue aujourd'hui, je connais ce sujet des retraites depuis longtemps, il est passionnant, parce qu'il touche à la solidarité intergénérationnelle. Je pense qu'elle va aboutir à une baisse généralisée des pensions. C'est ça qu'ils ont en tête. Vous savez pourquoi? On fait confiance aux gens ou aux calculatrices? Ils préfèrent les calculatrices. C'est clair. Sécurité, maintenant, vous êtes le président de Hauts-de-France. Estimez-vous que sur les questions de sécurité, Xavier Bertrand, l'État met suffisamment les moyens? Je parle de votre point de vue de président des Hauts-de-France. Non. Et encore une fois, la situation que beaucoup qualifient d'explosive, elle ne date pas d'il y a 18 mois. Donc ce n'est pas ce gouvernement spécialement découvrir aujourd'hui. Non, mais je ne vais pas polémiquer, moi. Je l'ai fait pendant des années, je n'ai pas envie de polémiquer. Il y a une situation à Lille, elle a raison de le dire. Et puis elle a raison. Et le problème aujourd'hui, c'est que si vous ne haussez pas le ton, vous n'êtes pas entendu. Et tiens, si je peux me permettre, là vous avez une petite part de responsabilité, les médias. Alors je ne vais pas vous enguirlander alors que vous m'invitez ce matin. On est à portée d'engueulade. Moi aussi. Et c'est peut-être ce qui permet de rester éveillé.
de rester éveillé et de rester connecté aux problèmes des gens. Mais après, les solutions, elles ne sont pas faciles à trouver. Mais le président de la République doit comprendre que c'est un couple qui est un couple sécurité-justice et un couple sanction-prévention. Il faut à chaque fois les deux. Moi, je marche bien sur deux jambes. Il faut que cette politique marche aussi sur les deux jambes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Je pense qu'il y a un problème de prise de conscience. Encore une fois, les élus locaux, on peut leur faire tous les procès du monde, on est des nuls ou autres, mais on voit et on sait ce qui se passe. Prenez notamment, Libération fait un dossier ce matin très intéressant. En revenant sur ces phénomènes de bande. Vous me demanderiez tout de suite ce qu'il faut faire. De bande, hein? Oui, de bande, les rixes. Regardez ce garçon, 12 ans. Qui a été tué. Je ne peux pas m'empêcher de penser, j'ai un fils qui a 12 ans. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas se retrouver un jour, même témoin et puis pris à partie? Vous avez ces problématiques-là ici, dans la région ou pas? Il y a, c'est pas la même intensité que ce que l'on voit, mais il y a un risque. Vous me demanderiez aujourd'hui de vous sortir clé en main. J'ai pas la réponse à 100%. Mais moi, j'estime que mon rôle, si j'ai pas le pouvoir de police, région sur ce domaine, dans les transports qui sont de ma responsabilité, on met les moyens pour la sécurité. Dans les lycées qui sont aussi de ma responsabilité, on essaye également, que ce soit la vidéo, que ce soit la prévention des trafics de drogue, on essaye d'être meilleur. Mais je veux aussi aller plus loin. Prenez ce qui s'est passé à Angoulême. À Angoulême, il n'y aurait pas eu le sang-froid du chauffeur de bus. Là, vous aviez des jeunes armés de crocs de boucher, de battes de baseball et de sabres qui sont venus pour régler des comptes. Sauf que le problème, je connais les élus d'Angoulême. Je connais les élus de Soyaux. J'aurais beaucoup parlé parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé. Ça fait 1 an qu'ils alertent. 1 an. 1 an qu'ils alertent. Et il a fallu ce drame pour que du coup, vous ayez une compagnie de CRS qui est arrivée le vendredi, qui est partie le dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que vous, les médias, vous vous êtes désintéressés du sujet, parce que vous êtes passés à autre chose. Mais là, il demande à la préfète des moyens. Il demande à la préfète des moyens. Et pour éviter que ça se reproduise. Le maire de Soyaux me disait qu'ils ont jusqu'à 40 cambriolages par mois. Mais la vie des gens est un enfer. Non, attendez, je veux juste finir là-dessus, sur ce point. Moi, et eux, ils n'ont pas accès. Mais il va falloir attendre quoi? Un nouveau drame pour ça? Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'écouter ces signaux qui sont donnés par les élus locaux. Et encore une fois, ce n'est pas seulement de la sanction, mais il faut rétablir l'ordre. On a compris. Et d'ailleurs, là-dessus, vous vous engagez sur les sujets de la récidive, de la radicalisation. Vous avez pris, vous, des initiatives locales, l'accompagnement individuel renforcé, vous voulez expérimenter des maisons de transition. Est-ce que ces mesures trouvent un écho au niveau national? Écoutez, à partir du moment où vous mettez les moyens et où vous faites, l'État ne s'y oppose pas. Par contre, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin en la matière. Encore une fois, à une époque, je pensais que c'était seulement la sanction, mais la prévention de la récidive, ça marche. On l'a expérimenté à Saint-Quentin avec la communauté d'agglomération, et là, on va normalement bientôt signer. Si, tiens, prenez un exemple. C'est l'idée d'un procureur de la République, celui de Valenciennes. C'est l'État, mais l'État sur le terrain, il est connecté, il a l'idée des solutions concrètes, et on avance avec eux. Mais la seule chose, c'est que là-haut, qu'il donne plus de pouvoir à l'État sur le terrain. C'est ça que je demande. Bertrand, je voudrais vous entendre sur un sujet particulièrement brûlant qui est le Brexit. On n'a pas bien compris. Le président de la République a eu l'air de dire que ça allait peut-être se faire de manière positive. Et puis on a eu contradiction. Alors, peut-être Hervé Fabre. Alors, effectivement, il y a 2 jours cruciaux, demain et après-demain à Bruxelles, avec Theresa May. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, dit bon, c'est plus que problème qu'il n'y ait pas d'accord. Emmanuel Macron est plus optimiste. Mais en même temps, il dit la France est prête et préparée à tous les scénarios. C'est votre avis? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et c'est pas moi qui le dis. Ici, vous avez un préfet de région, Michel Lalande, qui a publié une note en disant voilà ce qui va se passer si on ne se prépare pas. Je suis vraiment désolé, mais il y a un ministère qui aujourd'hui s'est préparé. Vous connaissez? Gérald Darmanin. Ben oui, les douanes. Mais attendez. Il est venu avant l'été à Dunkerque. Et honnêtement, il venait avec surtout des idées arrêtées sur ce serait facile. Il a compris, en voyant sur place les acteurs, ce qui allait se passer comme catastrophe si on n'anticipait pas. Et le Gérald Darmanin qui est revenu à Calais, voilà, 15 jours, n'était plus le même. C'est-à-dire qu'il avait préparé son ministère, on sait combien il y aura de douaniers, on sait où ils sont en formation. 750. On sait exactement où ils sortiront, où ils seront affectés, et on est en train de voir sur quel terrain on pourra mettre ces terrains de dédouanement, justement pour préparer. Mais il y a derrière, il y a le ministère de l'Agriculture. Les contrôles vétérinaires, ils sont où les vétérinaires en plus? Les experts agricoles, ils sont où? Le ministère de l'Industrie, comment on a prévu les problèmes de trésorerie des entreprises qui seront forcément impactés d'une façon ou d'une autre? Le ministère des Transports,
Qu'est-ce qu'il a prévu pour ces entreprises de transport qui n'ont pas encore toute l'informatique, alors qu'on aura des procédures de dédouanement qui seront numérisées? Et vous prenez juste le ministère de l'Intérieur, les Anglais qui viendront, s'il n'y a pas des formalités allégées, parce que les Anglais, ça ne va pas devenir des Martiens du jour au lendemain, mais s'il n'y a pas ça, on va avoir des blocages. Vous savez que 2 minutes de contrôle... Les choses soient claires pour tout le monde, Xavier Bertrand, quelles seront les conséquences concrètes d'un no deal pour les habitants des Hauts-de-France? Concrètement, s'il y a un no deal et que l'État n'a pas prévu des formalités allégées, 2 minutes de contrôle par camion, c'est pas beaucoup 2 minutes sur le papier, oui, ça fait 27 km de bouchons, du côté Calais et du côté Douvres. Ça veut dire que le trafic est réduit à néant. Vous aurez des cargaisons qui vont pourrir à l'intérieur des camions, mais ce ne sont pas seulement des problèmes pour les gens des Hauts-de-France. Parce que les transporteurs concernés, ce ne sera pas seulement des gens du Pas-de-Calais, ça sera de toute la France et de tout. Ce que je trouve dingue, mais dingue. Est-ce que les Belges sont mieux préparés que nous, par exemple? Ah bah, et les Pays-Bas? Eux, alors là, je peux vous dire qu'ils ont commencé à discuter avec les Anglais en douce, bien sûr, mais eux, c'est business avant tout. Moi, je le dis, je suis président de région, je suis obsédé par la question de l'emploi. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur ce sujet. Et là aussi, on a joué un peu un rôle de lanceur d'alerte, où on doit aussi balayer devant notre porte dans la région. Parce que le tunnel, les ports doivent jouer en équipe, c'est pas trop dans les habitudes franco-françaises, on a parfois des réflexes un peu gaulois. Moi, c'est aussi mon rôle de dire, attendez, vous êtes tous gentils là, mais vous bossez ensemble. Qu'est-ce qui est dingue, vous allez dire, c'est dingue? Ce qui est dingue, c'est quand même qu'on soit aujourd'hui à la veille de l'accord et qu'il n'y ait pas de deal possible. Moi j'espère, je reste un indécrottable optimiste. À qui la faute? Parce que je pense que au départ, du côté bruxellois, c'est le côté bon, les Anglais n'ont jamais été des partenaires faciles, ils s'en vont, il faut qu'on leur fasse passer un peu qu'ils sentent que c'est douloureux. Donc il faut les faire payer. Une espèce de vengeance pour faire payer aux le côté punition. Et puis deuxièmement, si c'est dur pour les Anglais de sortir, ça dissuadera d'autres de sortir. Mais ce qui menace l'Europe, c'est pas le Brexit, c'est beaucoup plus la question migratoire quand elle n'est pas réglée. C'est l'attitude de l'Italie, de M. Salvini, notamment sur la zone euro et sur la dimension budgétaire. Et puis les Anglais, c'est une grande nation. Ils ont contribué aussi, d'une certaine façon, à leur façon, au rayonnement européen. Ils ont permis aussi la diffusion également de cette idée européenne. Et c'est pas parce qu'ils ont toujours eu un bout du pied en dehors et autres qu'il faut oublier que c'est, pardonnez-moi, que c'est un pays européen. Ils quittent l'Union européenne, mais c'est pas non plus une île qui va partir à la dérive sous le protectorat de M. Trump. Il faut qu'on continue à bosser avec eux et qu'on invente la nouvelle relation entre l'Europe, la France, les Hauts-de-France et le Royaume-Uni. Et là, on est à 2 jours et tout le monde dit bah, vous savez, c'est terrible, il n'y aura pas d'accord. En plus, il y en aura un jour un accord, mais alors tout de suite. Et surtout qu'en plus, on a Mme May, qui n'a pas une majorité simple. Et je pense que les marges de progression sont aujourd'hui plus de notre côté que du côté britannique. Donc la question, dans une négociation, quand on veut, on peut. Est-ce qu'il faut remettre la frontière britannique à Douvres et ce qui serait... Non mais ça c'est propre aux questions... C'est ce que vous demandiez quand même. Non mais ça c'est pour la question des accords du Touquet et sur la question migratoire. À l'époque, c'est la façon d'évacuer... Enfin, ça se reconstituait. C'est la possibilité d'évacuer Sangatte qui avait donné en échange la frontière à Calais. Le vrai problème, c'est que c'est la question de la frontière, mais surtout la coopération britannique. Et pourquoi la coopération britannique surtout? C'est pour démanteler les réseaux de passeurs. Vous avez dans le monde aujourd'hui le 2e trafic au monde, c'est le trafic d'êtres humains entre les esclaves sexuels, la question des migrants, tout ça. Il y a des milliards et des milliards d'euros. Et ça, les États, les organisations internationales ne s'y attaquent pas. Vous revenez à la question des passeurs, les migrants que vous avez ici sont aux mains des passeurs. Et si vous démantelez les passeurs, là vous porterez un coup fatal à ce trafic. Et ça, les Anglais, ils ne coopèrent pas beaucoup. Vous parlez de cette crise migratoire. Emmanuel Macron, pour vous, n'a pas pris la mesure de ce défi migratoire. Les réponses ne sont pas adaptées? Non, écoutez, moi je ne suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Je ne suis pas commentateur, et je le dis aussi très clairement. Sur le fond. Sur ces questions régaliennes, on ne sent pas. On ne sent pas le chef de l'État, on ne sent pas le gouvernement. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Et il y a parfois un peu une hésitation. Le en même temps, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Par contre, moi, je peux vous donner des exemples concrets. Quand on dit qu'il faut régler les problèmes avec fermeté et humanité, nous avons réussi, avec Natacha Bouchard, mais un partenariat avec qui, Bernard Cazeneuve, on a réussi à évacuer la jungle de Calais. Il y a eu jusqu'à 11 000 personnes. Aujourd'hui, il y en a à peu près 500-700 sur Calais, et il y en a aussi sur Bernard Cazeneuve fait mieux qu'Édouard Philippe. Oui.
Oui, sur ces sujets-là, j'ai trouvé un partenaire. Et je vous dis, je ne suis pas socialiste, mais au nom de l'intérêt général, on a bossé ensemble et on a obtenu des résultats ensemble. C'est bien la preuve que ce n'est pas une question d'idéologie, c'est plus une question de politique partisane. Mais moi, je cherche des gens avec qui je peux trouver des solutions pour les gens de la région. Et sur ces questions-là, on a su le faire. Sur l'Aquarius, puisque l'île a accueilli une partie des réfugiés de l'Aquarius, est-ce que pour vous, la France doit accorder un pavillon à ce bateau? Non. Non, parce que derrière, la question qui se pose, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion entre les migrants économiques. Et ce n'est pas possible. J'ai eu une discussion ce week-end avec quelqu'un qui était très engagé sur ces questions et qui ne comprenait pas la position qu'il avait. Par contre, le droit d'asile, on ne mégote pas avec le droit d'asile. Les gens qui sont poursuivis dans leur pays, vous devez les accueillir. C'est l'honneur de... Non, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais moi, c'est une dame qui est à Paris, qui était très impliquée dans ces actions-là, qui croit beaucoup et qui me dit « mais il faut les laisser venir parce qu'ils sont malheureux dans leur pays ». Oui, mais nous devons aujourd'hui très clairement dire qu'on ne peut pas accueillir les migrants économiques qu'ils souhaiteraient comme ils le voudraient. Vous savez, la phrase est de Michel Rocard. Bertrand. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle doit en prendre sa part. Nous en prenons notre part, mais nous ne pouvons pas. Et je le dis sans agressivité et sans instrumentaliser aussi cette question migratoire, comme le fait par exemple M. Salvini en Italie. Voilà, vous rencontrez des gens, nous aussi. Weo, pour nous, a rencontré quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Sur vous, ça tombe bien, nous aussi, on l'écoute. Vous répondez. Xavier Bertrand, est-ce que vous pensez à vous présenter aux élections présidentielles? C'est clair. Ben, je ne me pose pas cette question. Et je ne sais déjà tout ce même que pas. Vous avez dit ce matin. Vous ne vous posez pas la question d'une finalité de faire ça pour le plus grand nombre. Non, pas simplement pour les habitants. Pourquoi? Ça fait 2 ans et demi que je suis élu ici. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais faire réussir ma région? C'est ça mon obsession. Et à ceux qui me disent, mais t'es candidat la fois prochaine au régional, je ne me pose plus cette question. Pendant des années, question que se pose monsieur, tous les jours j'y pensais. Le mandat d'après, la fonction d'après, le ministère le plus important. Et c'est comme ça que vous devenez complètement dingue. Parce que cette obsession, cette ambition, c'est humain, elle vous prend la tête. Elle vous prend la tête. Aujourd'hui, je me pose juste la question de savoir si je fais bien mon boulot et s'il y aura des résultats dans la région. Et le reste, je m'en moque. Je m'en moque. Vous me croyez pas? Je m'en moque. Mais c'est ça mon obsession. Et peut-être que depuis que j'ai plus cette folie du truc d'après, peut-être que je fais mieux mon boulot. Vous savez, les gens, c'est pas très compliqué. Hein. Ils veulent quoi des politiques? Qu'ils fassent juste leur boulot là où ils sont. Et les gens attendent de savoir quoi? Est-ce qu'en tant que président de région, je fais réussir la région? Le reste pour eux. Bon. En tout cas, merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité, puisque votre parole dans les médias nationaux est rare. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à répondre à nos questions. Celle d'Hervé Favre de La Voix du Nord, d'Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. On est en direct de Lille. Petit mot, vous avez parlé de Martine Aubry tout à l'heure. Vous avez quel rapport? On est chez elle, hein, aujourd'hui. Vous avez quel rapport avec elle? On travaille ensemble. Donc Bernard Cazeneuve, Martine Aubry. Non, regardez, vous m'avez mis dans une case, celui qui parle avec... Non, je n'ai rien. Je parle aussi avec beaucoup d'élus de droite. Tiens, vous prenez notamment Angoulême, je viens de vous en parler. Ce sont des élus de droite. J'ai aussi un partenariat très engagé. Tiens, regardez Arras, mon ami Philippe Rapneau, aujourd'hui Frédéric Le Turc, c'est pareil. Mais c'est marrant parce que du coup, on vous met dans une petite case. J'ai plus envie de rentrer dans des cases. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été notre invité en direct de Lille. Troisième partie de cette émission avec Territoire Sénat dans un instant. Mais tout de suite, on regarde ensemble Xavier Bertrand. C'est le Zap Matin, ce qui s'est passé dans l'actualité en images. Le désastre provoqué par les pluies torrentielles ce matin très tôt dans le département de l'Aude, bilan très lourd. On sait qu'on a beaucoup bâti sur des zones inondables. Donc à la fois, la leçon, c'est évidemment de lutter contre le dérèglement climatique et éviter la multiplication, l'intensification de ces phénomènes météo extrêmes. C'est de repenser nos aménagements ruraux. On a littéralement jamais vu ça. Ça explique l'intensité et la violence du phénomène. Je comprends très bien que quand on a perdu sa maison, quand on voit sa voiture partir avec la crue et qu'on en a besoin pour aller travailler, on soit écœuré, triste et inquiet. On sait et émerge régulièrement des reproches, des critiques sur la manière dont a été conçue l'urbanisation dans notre pays, sur peut-être les vieilles traditions, les vieilles expériences paysannes qui ont été jetées par-dessus bord. Il faut remettre des haies, typiquement, parce que les haies, ça permet de faire couler l'eau. Il faut revoir notre système agricole pour qu'il soit moins émetteur de gaz à effet de serre. Il faut qu'on isole mieux nos bâtiments. Pas d'information, quoi. Et à la radio, aucune radio. L'alerte rouge, elle a été déclenchée très tard. On a observé quelque chose, c'est quand on mettait des zones en vigilance orange, tout le monde se dit pas ça va passer en rouge, donc voilà. Et quand ça passe en rouge au milieu de la nuit, parce qu'on se rend compte que le phénomène qui devait passer reste et devient plus intense,
c'est compliqué d'être non pas réactif, parce que ça, les secours, ils ont été réactifs, mais de faire passer l'information voilà, sur les à 2 heures du matin, c'est compliqué. Alors évidemment, aujourd'hui, on comprend que le remaniement a été repoussé compte tenu des événements dramatiques, climatiques qui ont eu lieu. Mais enfin, écoutez, depuis des semaines, nous savions que Gérard Collomb était sur le départ. Et ce gouvernement n'a pas anticipé cela. Il n'y a personne pour prendre le poste de ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis, des aménagements, des systèmes de prévention des crues. Ils ont fonctionné pour un certain nombre d'entre eux et s'ils n'avaient pas été installés, s'ils n'avaient pas été construits et financés, si l'habitude n'avait pas été prise dans le travail avec les élus et les services de l'État, le bilan aurait sans doute été plus lourd. Mais je veux d'abord dire merci, et je le dis comme je le pense, d'abord dire merci à ceux qui, pendant toute cette nuit et pendant toute la journée, ont aidé les sapeurs-pompiers, les militaires, les bénévoles, les élus. Je veux les remercier, parce que sans eux, ce serait bien pire. Troisième partie de notre émission ce matin en direct de Lille pour Territoire Sénat. Dans un instant, à tout